J'ai été invité à venir parler à la Carmagnole des mairies rebelles en Espagne. J'ai consacré un livre en 2016 à ces plateformes citoyennes qui, en 2014 et 2015 en Espagne, ont décidé de se présenter aux élections municipales. Une des dates clés, évidemment, c'est le mouvement indigné en Espagne en 2011 et ce qu'on appelle là-bas le 15M, le 15e, puisque beaucoup d'activistes qui occupaient les places à l'époque ont continué à être dans les manifs de rue, à organiser des mouvements de résistance aux politiques d'austérité en Espagne, etc. Et à un moment, se sont posé la question de prendre d'assaut les institutions classiques, traditionnelles, et notamment les mairies. On a beaucoup parlé en France de l'expérience de Podemos, qui est évidemment un mouvement anti-austérité qui s'est construit d'abord par les élections européennes en 2014 et ensuite au niveau national. Mais moi, il me semble que dans l'expérience locale et le choix qu'on fait, le choix municipal de ces plateformes citoyennes-là, il y a beaucoup plus de leçons politiques à tirer, y compris pour les gauches en France. Et c'est pour ça que j'ai consacré un bouquin. Dans des dizaines de villes en Espagne, des citoyens se sont rassemblés en décidant de préparer des listes un peu alternatives. Il faut se rappeler qu'en Espagne, on est dans un contexte où il y avait des cas de corruption très forts dans les partis traditionnels, des politiques d'austérité très lourdes, un taux de chômage élevé et des expulsions immobilières qui ont touché énormément de gens, y compris de la classe moyenne, qui étaient victimes de la crise. Dans ce contexte-là, qui est évidemment un contexte d'urgence sociale, des listes ont émergé, notamment autour de la question du droit au logement. Je pense au cas de Barcelone, avec la figure d'Ada Colau, qui avait créé avec d'autres, à partir de 2009, la PAH, P-A-H, pour une plateforme en fait, citoyenne qui visait à venir en aide aux personnes endettées qui étaient menacées d'expulsion. La PAH, ça existe toujours en Espagne aujourd'hui, et ça réalise l'équivalent d'un espèce de service public parallèle. Avec cette expérience-là, en fait, on a eu à la fois des gens des partis traditionnels de gauche, on a eu des activistes, des syndicalistes, et tous ces gens se sont réunis et au fil de discussions ont retiré leur identité politique traditionnelle et ont dit, bon voilà, on va se mettre d'accord sur 2 ou 3 critères, 2 ou 3 promesses électorales fortes, et le reste on verra bien plus tard. Un moratoire sur les expulsions immobilières, la fin de la corruption, d'autres manières de pratiquer la politique et la démocratie. Et on va voir si on peut s'entendre comme ça. On a appelé ça en Espagne des confluences, où on brassait des gens qui venaient en gros de la gauche. Et du coup, ça a permis comme ça des techniques d'accumulation et progressivement de former des majorités, y compris dans les quartiers populaires, les quartiers précisément où par exemple un mouvement comme la PAH avait réussi à mener des actions très fortes et avait impressionné les voisins. Mai 2015, on a eu des victoires de ces plateformes citoyennes, donc l'histoire est assez belle de ce point de vue-là, notamment à Madrid, notamment à Barcelone, mais aussi dans plein d'autres villes en Espagne, y compris en secteur rural, mais aussi en Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi à Saragosse ou à Cadix en Andalousie. Et ce qui est intéressant, en fait, maintenant, c'est de voir un peu, voilà, qu'est-ce que ces maires et ces équipes qui promettaient de faire une autre type de politique, ont vraiment réalisé depuis les institutions traditionnelles. Donc ce qu'on avait souvent résumé en fait comme le mouvement indigné qui était un processus destituant, qui critiquait les institutions en place, quelques années plus tard est devenu un processus constituant, où les gens ont décidé de prendre les institutions, et maintenant on en est où, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors en fait, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est des résultats très différents selon les lieux où on est. Parce qu'en fait, il n'y a pas un parti qui incarne toutes ces mairies citoyennes, mais il y a vraiment des rapports de force, des bilans qui sont très différents. Du coup, il y a des degrés de radicalité aussi qui sont très différents selon l'histoire des lieux, le terreau. Par exemple, à Barcelone, évidemment, il y a une histoire anarchiste qui est beaucoup plus forte que les histoires, par exemple, à Madrid, où c'est d'autres cultures politiques qui prévalent. À Madrid, on a un bilan finalement assez proche, une forme de social-démocratie plus, avec énormément de méthodes, par exemple, pour renforcer la participation des citoyens. Mais évidemment, la question de la radicalité de la mairie se pose. Et il y a une frange, en fait, de la plateforme Ahora Madrid des débuts qui a fait scission et qui est partie, justement parce qu'elle jugeait que les politiques menées par Manuela Carmena à Madrid n'étaient pas assez radicales. À l'inverse, à Barcelone, il y a eu évidemment la crise de l'indépendantisme catalan et Ada Colau, la maire de Barcelone, a tenu une position fragile,
un peu qu'on dit équidistante dans la presse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du côté des indépendantistes, mais elle est pour le droit à organiser un référendum, et elle n'est pas non plus du côté des défenseurs de l'unité de l'Espagne à tout prix. Et donc, cette position difficile à tenir a aussi effrité sa majorité et fait qu'aujourd'hui, elle gouverne en minorité avant de se présenter aux élections contre un certain Manuel Valls. Après, à Barcelone, elle a réussi par exemple à prendre des mesures sur un moratoire sur la construction de nouveaux hôtels. Il y a tout un programme de la mairie de Barcelone qui dit « Attention, on est en train de faire n'importe quoi avec le tourisme, il y a une bulle touristique qui est sur le point d'éclater, et donc on va essayer par des mesures de réguler davantage le secteur privé et le tourisme à Barcelone. Donc ça a été l'ouverture de nouveaux hôtels, mais aussi un vrai bras de fer avec Airbnb, la plateforme de location. Il y avait aussi l'idée de mettre des sanctions sur les locaux des banques, qui étaient laissés vides dans la ville de Barcelone, alors que c'est des locaux qui auraient pu permettre aussi de relâcher la pression sur le marché immobilier. Je pense qu'il y a aussi l'idée que c'est des maires qui ont beaucoup parlé aussi de choses qui n'étaient pas forcément dans leurs compétences au départ. L'arrivée massive de migrants depuis la Syrie, etc., pendant leur mandat. Et en Espagne, ils ont été les premiers à dire il faut accueillir ces migrants. Par exemple, on se souvient de l'Aquarius en 2018. L'Aquarius, c'est d'abord la ville de Valence qui propose d'accueillir l'Aquarius quand personne n'en veut, à l'été 2018, et ensuite la mairie de Barcelone. Donc deux mairies indignées, deux mairies rebelles, et ensuite c'est le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez à Madrid qui va enchaîner et dire oui, on va récupérer l'Aquarius. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est souvent des villes aussi qui s'autorisent à parler de choses dont elles n'ont pas forcément les compétences, sur le climat, sur l'environnement, sur comment s'opposer aux extrêmes droites et à Donald Trump. Moi j'ai été par exemple en 2017 à un grand sommet à Barcelone des villes sans peur, qui était l'idée de plein de figures du monde entier qui incarnent un espèce de municipalisme de gauche, avec l'idée que s'opposer à Donald Trump, c'est aussi s'opposer, c'est aussi construire des alternatives depuis le niveau local. Donc on avait le maire de Valparaiso au Chili, on avait des maires qui s'opposent à Donald Trump aux États-Unis, énormément évidemment de maires de villes d'Europe, notamment le maire de Naples, des magistrices, qui est un cas très intéressant aussi. Et se dessine là, et c'est ce qui me semble le plus intéressant dans l'expérience des villes rebelles en ce moment, une espèce d'alternative d'une autre Europe qui passe par le local, avec un rapport très ancré au territoire, et en même temps un discours critique et de renouveau sur la construction européenne.